L'After RMC, Christophe Jacobici nous a rejoint, Henri Guénaud. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Henri Guénaud, vous étiez pendant 5 ans l'homme qui était dans le bureau, le beau bureau à côté de celui du président de la République. On va voir comment, aujourd'hui, vous nous parlez de Nicolas Sarkozy. On va vous réécouter. Ils sont obsédés par Sarkozy. Ça au moins, ça n'a pas changé. Je sais pas, en attendant, j'ai l'impression qu'il obsède toujours un certain nombre de gens, voilà, qui ne peuvent pas s'empêcher de parler de lui, de faire référence à lui. Je pense surtout à l'opposition, bien sûr. Je vois bien qu'ils ont raison de le représenter en fantôme. Là, c'est un fantôme qui hante les mémoires, les esprits. Il est là, il n'a jamais aussi peu parlé de sa vie, il n'a jamais aussi peu agi de sa vie, et il n'a peut-être jamais été aussi présent. C'est amusant, je regardais, vous mimez ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que vous savez par ça cœur. m'est déjà arrivé, oui. Non, mais déjà arrivé, un jour on m'a pris, pendant la campagne de 2007, au premier rang, en train de répéter les paroles que le candidat était en train de non, ça veut dire que vous travaillez, que vous préparez, on vous a vu là à l'instant. Non, simplement, la manière dont vous parlez de Nicolas Sarkozy m'a un petit peu étonné, parce que finalement, ce spectre, ce fantôme, on a l'impression que vous voudriez presque le chasser. Pas du tout. Est-ce qu'il est indispensable? Est-ce qu'il doit revenir en 2017? Mais écoutez, ça c'est un problème très personnel, c'est quelque chose qui lui appartient. Moi, je serais ravi de le revoir dans la vie politique française. Voilà, c'est pas un secret, je pense qu'il manque, je pense qu'on mesure le vide sidéral de la vie politique française quand il n'est pas là. Bon, mais après c'est un choix très personnel, moi j'ai pas d'autres commentaires à faire. Nous verrons les circonstances, son évolution. Voilà, pour l'instant il n'est pas parti avec cette intention, mais nous verrons. Mais si vous me demandez si je serais content de le voir revenir, oui, je serais content de le voir revenir. Oui, il manque, oui, ça a placé le débat politique, quoi qu'on en dise, à un autre niveau, et c'était pas si mal. Au fond, vous verrez, vous finirez par regretter aussi. Vous avez vu que certains hebdomadaires le regrettent déjà, vous en avez parlé. Voyez, c'est extraordinaire, 4 mois, c'est fantastique. Hein, alors justement, on va continuer sur cette filiation ou pas avec Nicolas Sarkozy. On va écouter un deuxième extrait, celui où Olivier vous demande, ou je crois que c'est Manuel, je crois que c'est Olivier, si vous allez voter la fameuse règle d'or lorsque le gouvernement socialiste va la présenter, et voici votre réponse. Ben, je vais voter la règle d'or puisqu'on l'a négociée. Je ne vous dis pas que ça me fait sauter de joie. Bon, mais il n'y a pas d'abandon de souveraineté. Probablement, on va le faire dans une loi organique. On verra ce que sera le texte. Mais bon, simplement, je n'ai jamais cru qu'il suffisait d'inscrire dans la Constitution qu'il fallait être en équilibre pour qu'on ait l'équilibre. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut comprendre, c'est une erreur intellectuelle fréquente, que on ne réduit pas les déficits parce qu'on décrète la réduction des déficits. Alors là, Henri Guénaud, je ne vous comprends pas. Parce que finalement, moi, j'ai très bien compris, vous l'avez très bien expliqué, vous n'êtes pas vraiment enthousiaste sur cette règle d'or. Vous avez combien de fois, vous l'avez dit à Olivier ou moi, en coulisses, que c'était quelque chose d'idiot, cette rigueur budgétaire, cette peur de l'endettement de l'État, et qu'il fallait, vous l'avez très bien dit dans la suite de l'émission, on ne va pas le refaire là maintenant, vous avez expliqué qu'il faudrait investir, qu'il faudrait relancer la machine, investir intelligemment, pas dépenser. Simplement une question. La question c'est, mais pourquoi vous la voteriez cette règle d'or? Pourquoi vous pouvez vous affranchir? Non. Quand vous étiez conseiller de Nicolas Sarkozy, vous étiez obligé de demander de... Voilà, moi je vais vous dire, ça me paraît être le b.a.-ba de la morale en politique. Quand vous avez soutenu quelque chose, quand vous l'avez négocié, quand vous l'avez approuvé, eh bien vous continuez, même quand même si vous vous rendez compte que c'est une bêtise? Non mais là, excusez-moi, j'ai pas changé d'avis, l'illumination m'est pas venue en quelques mois, c'est grotesque. Bon, donc je suis cohérent avec moi-même. Pourquoi nous l'avons négocié? Pourquoi nous l'avons accepté? Nous l'avons accepté parce qu'il fallait absolument, dans la crise où nous nous trouvions, rétablir un minimum de confiance. C'était la condition de la solidarité européenne. Bon, donc si aujourd'hui on fout en l'air ce traité, eh bien nous remettons en cause la solidarité européenne et nous réouvrons cette crise de confiance. Eh bien ça, je ne le veux pas. Voilà, et c'est pour ça que nous l'avons fait, c'est pour ça que je la voterai. Oui, mais vous savez que c'est aussi cette règle d'or qui va conduire, vous l'avez promis, vous l'avez promis tout à l'heure aux téléspectateurs, qui va nous conduire à une terrible politique d'austérité. C'est pas la règle d'or. Comment ça, c'est pas la règle d'or? C'est pas le retour aux 3% de déficit et dans quelques années à 0%? Mais c'est pas la règle d'or. Vous savez, en 2008, il y avait aussi les critères de Maastricht, et puis la situation étant ce qu'elle était, tout le monde a reconnu qu'à ce moment-là, c'était pas tenable, et on a fait autre chose. S'il y a la dépression, eh bien tout le monde ne cherchera pas à revenir aux 3%. Ou à 0%. Voilà, c'est juste, il y a la règle d'un côté et puis il y a les circonstances de l'autre. Bon, et les circonstances, il va falloir en tenir compte. Il va falloir apprendre à tenir compte des circonstances. Donc elle a violé cette règle.
Mais c'est pas la violer, pas plus qu'on a violé, c'est que simplement, il y a les exigences de l'économie et les exigences du droit. Bon, et le droit, ça fait pas l'économie. Ça en fait partie, mais ça fait pas l'économie. Voilà, s'il y a une dépression, eh bien, il y aura une dépression. Et il faudra en tirer les conséquences. Et puis si en revanche, il n'y a pas de dépression, ben, il faudra s'acheminer. Voilà. Le rythme sera conditionné aussi par la situation. Encore une fois, je parlais de monsieur de la Rosière tout à l'heure. C'est un exemple parce que ça prouve que... le bon sens et l'intelligence, ça existe partout, dans tous les camps, qu'on peut être un orthodoxe, un rigoriste. Guénaud, mais quand même, et là, vous préparez à ratifier un texte tout en disant si on ne peut pas, on ne l'appliquera pas. Mais non, mais heureusement. C'est un déni de signature. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est à condition que les circonstances ne soient pas totalement contraires. Vous pouvez écrire la règle d'or, mais les Allemands feront pareil. Je dis d'ailleurs, ils ont fait pareil en 2008, en 2009. C'est-à-dire, si vous avez la dépression, eh bien, vous n'allez pas augmenter massivement les impôts et réduire massivement les dépenses, et en particulier les dépenses de chomage quand le chômage augmente. C'est absurde. Mais voilà, Henri c'est Guénaud, absurde. vous vous engagez en politique, vous avez été élu député. Oui. Vous qui êtes gaulliste, vous allez donc être un député godillot qui va voter une règle d'or en laquelle il ne croit pas, et deux, il souhaite qu'elle ne soit pas respectée. Mais arrêtez, pourquoi vous caricaturez? Mais parce que c'est votre pensée. Non, parce que vous essayez de m'énerver pour que ça fasse du buzz. Eh bien non, je ne vais pas m'énerver, je vais vous réexpliquer. C'est pas Godillot, c'est responsable. Voilà, je suis un député responsable. J'ai voté contre l'euro, voilà. J'ai voté contre l'euro et aujourd'hui, je ne veux pas que l'euro explose. Bon, je veux pas que l'euro explose parce que ce serait une catastrophe. Bon, je vais donc voter ce traité que nous avons négocié pour les raisons que je vous ai indiquées. Comme je suis responsable, je veux que ce traité soit mis en œuvre. Sinon, il n'y a plus de solidarité européenne. Donc l'euro explosera. Et s'il explose, ça sera une catastrophe pour tout le monde. Donc je signe ce traité. Avouez que c'est un peu spécieux comme raisonnement. Non, c'est pas quand même. spécieux. Vous dites que la politique budgétaire, c'est la mauvaise, qu'elle va nous conduire à une austérité grave, à une récession, et vous allez quand même voter la règle d'or. Vous caricaturez et vous mentez. Vous déformez mon propos délibérément. Voilà. Je n'ai pas dit ça. Je vous dis qu'une politique trop restrictive, à un moment où on s'achemine vers la récession, serait un désastre. Je le maintiens. Bon. Par ailleurs, nous voulons nous donner une discipline. Bien, dire qu'on veut atteindre... Dans la règle d'or, il n'est pas écrit que demain matin, il fallait 0%. Ça n'est pas vrai. Il y a un calendrier assez strict. Il y a un calendrier, et ce calendrier... Comme d'ailleurs l'ont fait tous les pays européens et les Allemands, les premiers en 2008, vous savez, quand la crise est arrivée, eh bien, Mme Merkel et M. Sarkozy et même M. Trichet sont montés à la tribune et ont dit, je m'en souviens très bien, ils ont fait une conférence de presse ensemble, ils ont dit, ben voilà, dans les circonstances actuelles, c'est ce qui est prévu d'ailleurs par les traités, eh bien, on ne peut pas atteindre les objectifs parce que la situation ne le permet pas. Il ne faut pas être idiot, il ne faut pas être abruti, il ne faut pas être borné, il ne faut pas être aveugle. Disons, on peut traiter juste pour rectifier une petite chose que Christophe ne ment pas. Simplement, il cherche à vous faire préciser votre pensée parce que c'est vrai que c'est pas. Non, mais là, il déforme ma pensée. C'est très. Non, c'est pas du tout spécieux. C'est très intéressant de savoir exactement ce que vous pensez. C'est exactement ce que je pense. Justement, on va détendre l'atmosphère, mais on va quand même essayer de vous aider à fendre l'armure et être vous-même. Parce que voilà, donc on va d'abord détendre l'atmosphère, on va vous écouter parler, pas du tout, de la droite et de la gauche. Je vais vous citer une dernière citation que j'adore et que je fais partout. Je ne vous la ferai pas avec l'accent parce que ça vous ferait sourire. Mais mon ami Charles Pasqua disait... Mais étant de Marseille, ça ne me choquerait pas. Bon, alors je vous la fais. Voilà, il disait... Si être pour la justice sociale, c'est être de gauche, alors je suis de gauche. Si être pour l'ordre et l'autorité, c'est être de droite, alors je suis de droite. Voilà. Vous faites aussi bien Nicolas Sarkozy ? Non, c'est plus difficile, mais moi je suis du Midi, alors c'est plus facile l'accent du Midi. Non, simplement droite-gauche, là justement. Ouais. Vous seriez, imaginez en 2017, membre d'une équipe ou vous-même à la tête d'une équipe au pouvoir. Concrètement, vu l'état du pays aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que par exemple en termes de fiscalité, on a parlé de cette TVA sociale, on vous entend parfois parler en coulisses d'un transfert massif de charges, par exemple, vers la TVA. C'est quoi votre première mesure? Ne me demandez pas ce que sera la première mesure dans 5 ans, ça dépendra de l'état du monde. Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Mais si vous voulez, oui, moi je regrette effectivement qu'on n'ait pas peut-être plutôt fait un transfert massif de charges sociales, des charges sociales qui pèsent aujourd'hui sur le travail vers la TVA. Des charges patronales ou salariales? Mais c'est pas, à la fin c'est pareil. Si, non. À la fin, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. À la fin, pour le salarié, sur le revenu net, à la fin, c'est pas la même chose. À la fin, c'est la même chose. C'est exactement pareil. On va pas passer une heure là-dessus, mais c'est exactement pareil à la fin d'un point de vue économique. Pareil. Au bout du compte. Vous n'avez pas répondu à la question. Mais on commencera par les charges patronales parce que dans l'immédiat, c'est plus efficace. Compétitivité. Non, c'est plus efficace, mais à la fin, c'est pareil. À la fin, pour la compétitivité, c'est la même chose. Enlever des charges fixes sur l'entreprise et les faire porter sur une autre assiette. C'est pas les ménages vont pas plus payer. Les charges sociales, ce sont eux qui les payent à la fin.
Voilà, simplement, quand on les paye en passant par l'entreprise, eh bien, on détruit le travail et l'emploi en plus. Donc, ils payent dans les prix, ils payent dans les baisses de salaire et ils payent par le chômage. Donc, il faut absolument changer cela. La meilleure assiette, je le maintiens, c'est la TVA. C'est la plus intelligente. Combien de taux TVA? Parce qu'on est quand même déjà à 19,6. Mais ça n'a aucune importance. Si vous n'avez plus de charges sociales, vous savez, dans le prix de revient, il y a les charges sociales et la TVA. Si vous tout à l'heure, vous parlez d'un transfert de 100 milliards, ça veut dire 10 points de TVA. Ça veut dire 10 points de TVA. Et alors, ça peut être plus que ça. Je veux dire que 10 points de TVA. moins il y aura de charges sociales qui pèseront sur le travail, et mieux ce sera. Pour tout le monde, à commencer par les salariés. Voilà, à commencer par les consommateurs. Ils ne paieront pas plus cher. La seule chose qu'ils vont payer plus cher sont les produits importés. C'est aussi le but. Si vous voulez protéger nos entreprises et nos emplois de la concurrence déloyale... Vos salariés, ils vont voir les charges patronales baisser, donc pas les leurs, donc ils auront leur salaire qui va rester le même, ils auront une TVA à 30. C'est ça? Oui, mais dans le prix de revient du produit, il y aura moins de charges sociales. Donc le prix de revient du produit ne changera pas pour ce qui est des produits produits en France. Voilà. Quand même. Non, mais c'est très important, ça. Henri Guénaud, Vous savez, juste une remarque sur la TVA. Qui a dit la TVA est l'impôt le plus intelligent du monde? Michel Rocard. Qui a inventé la TVA? Les économistes dans les années 50, proches de Mendes France. Il nous reste 30 secondes. Donc, voilà, Henri Guénaud, il nous reste 30 secondes. Ni gauche ni droite. Il y en a un qui ne le dit pas avec l'accent marseillais, mais avec l'accent béarnais. Je n'ai pas dit ça du tout. Je n'ai pas dit ni gauche ni droite. Non, c'est pas pareil. Le centriste, moi je ne suis pas centriste du tout. Je ne suis pas pour être au milieu. Je suis pour être au-delà. Au-delà, je vous répète, moi je suis pour ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Ne jamais se poser la question de savoir si une mesure est de droite ou de gauche, mais si elle est bonne pour le pays. Quand le général de Gaulle fait la sécurité sociale, eh bien il ne se demande pas si c'est une mesure de gauche ou une mesure de droite. Il est mort il y a 43 ans pour la jeunesse française. La sécurité sociale, elle est toujours vivante. Oui, mais vous croyez que ça lui parle? Allez lui dire que la sécurité sociale c'est inutile, et vous allez voir si elle ne va pas comprendre la jeunesse française. Voilà. Eh bien, on va en finir sur cette appréciation. Merci Christophe, merci Henri Guénaud d'avoir été avec nous ce soir. Le journal de 19h va vous être présenté tout à l'heure par François Gapillan et de 20h par François Gapillan et Lucie Nutin, et à 20h30 édition spéciale autour de Marc Hautement après l'intervention de François Hollande. Très bonne soirée à tous.